La politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ça vous fait pas envie. Ça me fait pas envie non plus. Car je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Eh bien moi, je m'inscris en faux contre cette théorie qui est de plus en plus populaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette vidéo. Merci surtout pour les innombrables questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'ai rarement le temps de répondre à vos questions, je m'en excuse. Et là, donc, je suis extrêmement content de pouvoir répondre à certaines d'entre elles le maximum possible. Première question, Ivy. Qui êtes-vous? Je viens de vous connaître. Enchanté Ivy. Mon nom c'est Raphaël Glucksmann, je suis député européen pour le mouvement Place Publique. Deuxième question de Clara. Bonjour Clara. Pensez-vous que faire de la politique soit nécessaire si on veut changer le monde? Oui. Oui et oui. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative à la politique. Vous voulez lutter contre le dérèglement climatique? Vous avez besoin de la politique. Vous avez besoin d'avoir des élus qui écrivent les lois. Vous avez besoin d'avoir des agents du fisc, des policiers, des fonctionnaires qui mettent en place ces lois et qui luttent contre les activités climaticides. Vous avez besoin de la politique. Vous voulez lutter contre les multinationales qui imposent leurs règles dans un monde sans règles, vous avez besoin de la politique. Vous voulez lutter contre l'explosion des inégalités sociales, vous avez besoin de la politique. Vous voulez lutter contre l'ingérence russe ou chinoise en Europe, vous avez besoin de la politique. Vous voulez lutter contre la montée des autoritarismes, des nationalismes, vous avez besoin de la politique. Si vous voulez transformer le monde, si vous voulez transformer la société, vous avez besoin de la politique. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Eh bien moi, je m'inscris en faux contre cette théorie qui est de plus en plus populaire dans les milieux écolos, dans les milieux de la société civile organisée. Je pense qu'on a besoin de prendre le pouvoir si on veut transformer les choses, si on veut changer les choses, si on veut inverser le cours des choses. Et donc on a besoin pour cela de la politique. Alors bien sûr, la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ça ne vous fait pas envie. Ça ne me fait pas envie non plus. Mais c'est bien pour ça qu'il faut s'investir dedans, dans la politique, pour la transformer, la changer et faire en sorte qu'elle nous permette à nouveau de contrôler notre destin. Une autre question de Kelly. Où en est l'histoire du père ouïghour arrêté au Maroc? Idriss Hassan est toujours en prison au Maroc. Grâce à votre mobilisation, vous avez été extrêmement nombreux à interpeller les autorités marocaines et grâce à la mobilisation des Marocains eux-mêmes, grâce aussi à la mobilisation de certaines organisations internationales, eh bien, le Maroc n'a toujours pas extradé Idriss Hassan et a sans cesse repoussé sa réponse aux demandes des autorités chinoises. Mais Idriss Hassan reste en prison au moment où on se parle et il est absolument inacceptable que le Maroc puisse à ce point courber les chines devant la Chine. Et donc, il y a besoin de continuer la pression. Et nous, au Parlement européen, on continue à se mobiliser. J'ai écrit de très nombreuses lettres, émis de très nombreuses interpellations, à la fois des autorités marocaines et des autorités européennes. Et j'espère vraiment que Idriss Hassan sera bientôt libéré. Autre question, Valentine, avez-vous apprécié votre voyage à Taïwan? J'ai apprécié d'abord le fait que ce voyage ait eu lieu, puisqu'au départ, quand on a lancé l'idée d'aller à Taïwan avec la commission sur les ingérences que je préside, eh bien, on nous a expliqué dans les institutions européennes que c'était impossible et que c'était dangereux. Eh bien, on a montré que ce n'était ni impossible ni dangereux, et c'était important de montrer notre soutien à la démocratie taïwanaise qui est menacée par le régime communiste chinois. Ensuite, parce que sur place, à Taïwan, j'ai vu une démocratie vibrante et j'ai surtout vu des jeunes engagés dans les institutions publiques qui se mobilisent en permanence pour essayer de permettre à leur démocratie de continuer à vivre. Et ce que j'ai vu, moi, à Taïwan, au-delà des considérations propres à notre commission sur les ingérences et la manière de lutter contre, eh bien, c'est une société dans laquelle, finalement, les jeunes les plus ambitieux, les plus talentueux, les plus aventuriers, les plus originaux aussi, eh bien, rêvent et veulent rejoindre la sphère publique. Vous savez, en France, quand vous êtes quelqu'un d'extrêmement talentueux, votre rêve n'est pas nécessairement de rejoindre l'espace public et de rejoindre la politique. Vous préférez souvent devenir chanteur sportif ou créer votre start-up. Eh bien, à Taïwan, parce qu'il y a cette menace, la politique est centrale dans la vie des gens. Quand il y a une vague de démocratie participative qui est lancée à Taïwan, il y a 11 millions de citoyens qui participent à l'élaboration des réformes et des lois. En France, quand on fait de la démocratie participative, on n'atteint pas du tout les mêmes chiffres. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le sentiment de menace qui habite les jeunes Taïwanais,
les conduit à survaloriser l'action publique et l'investissement dans la scène politique. Et je crois profondément que c'est ce qui nous manque en Europe. On est un peu des démocraties endormies. Une autre question. Eulalie. La France ne boycotte toujours pas les JO d'hiver. Il n'y a aucune mesure de prévue. Eh bien non, Eulalie, malheureusement, il n'y a toujours pas de position officielle de la France et de position de boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Et il est profondément inacceptable d'envisager qu'un officiel représentant la République française, nous représentant, se rende à la cérémonie d'ouverture des JO ou à la cérémonie de clôture. Le message doit être extrêmement simple. On ne fait pas la fête quand on représente un pays démocratique à l'ombre des camps de concentration. C'est simple, c'est basique. Et parfois la politique, c'est aussi envoyer des gestes symboliques, faire des gestes symboliques qui marquent notre réprobation face à l'inhumain. Et le fait que le président de la République française, Emmanuel Macron, refuse de se prononcer pour ce boycott diplomatique est une honte. Alors il reste un mois avant l'ouverture des Jeux Olympiques, et j'espère que la pression de la société fera changer d'avis le chef de l'État français. Il y a une question qui revient à de nombreuses reprises. Pourquoi ne pas vous présenter au présidentiel ? Quand est-ce que vous allez annoncer votre candidature au présidentiel ? Et donc là, je veux prendre un peu plus de temps pour vous expliquer très simplement ce que j'en pense. La première des choses, c'est que je ne serai pas candidat aux élections présidentielles de 2022. Pourquoi ? Simplement, déjà parce que je suis député européen, que c'est mon premier mandat, que j'ai été élu il y a 2 ans et demi, avec comme projet de mener des combats ultra importants dans les institutions européennes. Ces combats, ils sont au milieu du gué. Et alors, je ne me vois pas les abandonner maintenant pour tenter l'aventure présidentielle. Je pense qu'il y a une forme de légèreté complètement hallucinante dans la multiplication des candidatures aujourd'hui à l'élection présidentielle, que des gens qui apparemment n'ont même pas réfléchi encore à leur programme ou à ce qu'ils feraient quand ils seront ou pourraient être présidents, arrivent à se déclarer candidat à la présidence de la République. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte la charge que ça représente d'être président de la République, du poids que vous avez sur les épaules. Et ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Et je pense que je mentirais aujourd'hui en vous disant que je suis prêt maintenant, début 2022, à être président de la République en France. Vous savez, moi j'apprends tous les jours au Parlement européen sur les questions industrielles, sur les questions commerciales, sur des questions qui n'étaient pas au départ mes domaines de compétences. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui j'ai terminé mon apprentissage. Je ne crois pas que je puisse arriver et dire je sais ce qu'il faut sur tous les sujets pour la France. Et donc je ne me sens pas prêt. Et ça prend du temps à construire. Je veux dire, ne nous leurrons pas. Moi, j'aimerais qu'on réapprenne ensemble ce que c'est que le temps long. Et par ailleurs, je me suis promis une chose, c'était de ne plus participer à cette farce qui est la multiplicité des candidatures à gauche et dans le domaine de l'écologie. J'ai déjà fait une campagne électorale en 2019 où finalement vous aviez des gens qui pensaient grosso modo des choses communes et qui s'affrontaient dans des débats télévisés totalement fake, où le premier disait « mais il faut une Europe plus démocratique, plus sociale, plus écologique ». Et il y en avait un autre qui le regardait en disant « mais non, ce qu'il faut c'est une Europe plus écologique, plus sociale et plus démocratique ». Et enfin le troisième qui arrive « mais non, ce qu'il faut c'est une Europe plus sociale, plus démocratique et plus écologique ». Et donc, je ne veux pas reparticiper à cette chose. Et ce qui est évident, c'est que cette élection va ressembler à cela. Alors bien sûr, je serai présent au cours de cette campagne. Je chercherai à imposer nos combats, nos causes au cœur du débat public. Et pour ça, d'ailleurs, j'aurai besoin de vous, comme j'aurai besoin de vous au Parlement européen pour que nos combats avancent et que nos causes soient à la fin victorieuses. Bon, une dernière question. Samira, comment faites-vous pour garder la foi dans une époque qui va si mal ? C'est quoi votre secret ? Il y a une chose qui me rend particulièrement optimiste et que je trouve être une forme de lumière dans des temps d'obscurité, c'est votre engagement. Et ce qui me donne de la force, c'est précisément votre soutien, votre solidarité, la manifestation de vos convictions et le fait qu'on obtienne, alors que tout le monde pensait que c'était impossible, quelques petites victoires qui peuvent nous rendre optimistes sur des transformations encore beaucoup plus grandes. Je crois que vous me donnez une force que je n'aurais pas sans vous et vous me permettez finalement de garder mon originalité, de garder ma parésia, mon franc-parler et de pouvoir lutter sur les sujets qui me semblent importants, qui nous semblent importants sans devoir suivre l'agenda d'autres,
y compris celui des médias. Et donc il y a là-dedans un message d'optimisme incroyable. Je crois que les centaines de milliers de jeunes Français, les millions de jeunes Français qui se sont investis sur par exemple la question des Ouïghours ont étonné l'Europe et vont continuer à le faire. Et je pense que c'est la même chose sur la question du climat. Et je crois que finalement, on est dans une période qui est extrêmement sombre, qui est dangereuse, mais qu'au cœur même de cette période, il y aura la possibilité de transformer le monde. Et j'y crois, et je pense que c'est l'aventure qui est devant nous. Et donc, comptez sur moi pour garder cette foi intacte et vivace. Voilà, la vidéo est terminée. Je n'ai pas pu répondre malheureusement à toutes vos questions, mais je dois filer pour un rendez-vous pour le Parlement. Je ferai d'autres vidéos pour répondre à ces questions ou à d'autres, donc n'hésitez pas à en poser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à très bientôt.